Merci de m'avoir invité à vous présenter. Je pense que beaucoup d'entre vous connaissent le programme national nutrition santé. Je vais en faire quelques éléments pour insister sur quelques points dans les questions qui ont été posées préalablement. Je pense que justement, ça permettra de l'illustrer. Il y a 2 points préalables que je voudrais mentionner auparavant. C'est, première chose, il y a à peu près un mois, le président de la République, devant le congrès de la mutualité, rappelait son attachement à la question de la prévention et dans la question de la prévention, son attachement à la question de la prévention au travers des questions qui sont alimentation et nutrition. Donc ça, je pense que pour l'avenir, c'est quelque chose d'extrêmement important pour nous tous. Et le deuxième point, c'est aussi quand on agit sur la nutrition, il y a beaucoup d'acteurs de terrain, là, je l'entends. On sait très bien que quand on veut agir sur la nutrition, on a besoin de temps. Parce que modifier un certain nombre de choses qui sont très profondément ancrées dans nos sociétés, on a besoin de beaucoup de temps. Alors 2 choses là-dessus. Première chose, c'est que vous voyez que le programme national il existe depuis 2001, donc on a aujourd'hui déjà un fort recul. Et la deuxième chose qui est encore plus importante probablement, c'est qu'aujourd'hui le programme national nutrition santé, il est inclus dans le Code de la santé publique comme un programme quinquennal. Ça veut dire que réellement aujourd'hui, dans la réglementation telle qu'elle existe, dans la loi, eh bien on a le temps pour penser les choses sur un long terme, et c'est deux éléments, je pense, qui sont importants et un peu résultat de ce qui a pu être réalisé par nous tous depuis une dizaine d'années. Alors quelques éléments, juste, ça a déjà été dit, l'importance de la nutrition sur un certain nombre de symptômes, un certain nombre de pathologies que nous avons. La nutrition qui est à la fois l'alimentation et l'activité physique n'étant pas le seul facteur intervenant dans l'apparition de ces pathologies, mais étant un des facteurs importants de l'apparition de ces différentes pathologies. Alors, ce que j'insiste surtout, c'est la notion quantitative. Quand vous le voyez ici, hypertension artérielle, c'est près d'un Français sur 3. Si nous étions ici autour de dans cet amphithéâtre représentatif de la population française, ce que je ne crois pas, mais si nous étions représentatifs de la population française, une personne sur 3 aurait une hypertension artérielle. C'est quand même colossal. Et quand on voit les dyslipidémies, c'est 44%, près d'un Français sur 2, adulte, à ce moment-là, aurait une dyslipidémie. J'insiste aussi sur un point, c'est la question de la dénutrition. On n'en parle probablement pas suffisamment, de la question de la dénutrition, et notamment la dénutrition chez les personnes âgées. Là aussi, il y a un accent particulier à avoir. Et je pense que la mutualité, au travers de tout ce que vous avez comme centre mutualiste un petit peu partout, a un rôle à jouer sur la prise en compte, le dépistage précoce et la prise en charge de la dénutrition. Ensuite, quelques autres exemples. Chez les enfants, vous voyez, ça c'est des éléments que l'on connaît bien, qui sont beaucoup médiatisés, la question de l'obésité et du surpoids, qui évidemment est une priorité, mais la nutrition, ça n'est pas que la question de la nutrition et de la surpoids. Le coût pour l'assurance maladie, ça a été dit, je crois que c'est colossal. Quand même, dans le 5 à 15 milliards, c'était le rapport de l'IGAS-IGF en 2008, donc vraiment, ça pèse sur les comptes sociaux, et on sait que c'est un des éléments fondamentaux pour nous tous aujourd'hui, d'autant plus dans la situation économique dans laquelle on est, et ces coûts, on pourrait très certainement les réduire en ayant une nutrition qui soit plus favorable. Et l'autre point également qui me semble fondamental à rappeler, et qui vraiment, dans la politique nationale telle qu'elle est conçue aujourd'hui, est un point clé, c'est la question des inégalités sociales que l'on rencontre. Alors, on le rencontre sur plein d'indicateurs de santé, on le rencontre en particulier sur tous les indicateurs qui ont trait à la nutrition, et certainement c'est un axe fondamental de l'action que nous devons tous avoir ensemble. Petit point, un tout petit peu, pour donner un peu d'optimisme. Oui, on a des indicateurs qui sont pas très bons en France, on le sait. On n'est pas les pires. C'est ce que je veux montrer. On n'est pas les pires à l'Ivoire en niveau absolu et à la fois en évolution également. C'est ce que je montre ici. Vous voyez que sur les taux d'obésité chez les adultes, ce sont des données qui ont été colligées par l'OCDE l'année dernière. Vous voyez que la France est quand même, heureusement qu'on n'est pas citoyen des États-Unis. Là-dessus, on s'en tire mieux. Et puis, pour le surpoids, c'est également la même chose. Alors, le programme national nutrition santé, ça me semble important. C'est un programme qui est mené au niveau interministériel depuis le départ. On travaille beaucoup avec nos collègues de multiples autres secteurs ministériels, et on sait que quand on travaille sur ce sujet-là, on a besoin effectivement de travailler à la fois avec tout le secteur de la production, avec le ministère de l'Agriculture, avec le secteur de l'éducation nationale, avec le secteur de la cohésion sociale pour les plus démunis, avec le secteur de l'environnement qui prend
prendre de plus en plus de place dans un sujet comme le nôtre, et vous voyez que l'on a, et j'entendais la question tout à l'heure sur la question gaspillage, eh bien, dans le cadre du programme national pour l'alimentation qui est piloté par le ministère de l'Agriculture, il y a un axe très fort sur cette question du gaspillage, je crois elle a même été rappelée il y a peu de temps par le ministre de l'Agriculture, que c'était un des points sur lesquels la politique alimentaire devait prendre plus de place. Et puis, bien évidemment, on est aussi au sein de la santé quand même, et donc il y a des liens étroits toujours de coordination qui sont faits avec les autres grands plans de santé publique que nous avons, notamment le plan cancer. Le programme national nutrition santé, il a été maintenant bien mis en cohérence avec un plan qui est le plan obésité, qui existe depuis 2 ans, avec cette volonté de dire, quand on va agir sur cette dimension de notre santé, eh bien, on a à la fois besoin de prendre en compte tous les aspects qu'on va dire la prévention primaire, éviter l'apparition d'un certain nombre de pathologies qui sont liées à la nutrition, mais on doit aller plus loin, on doit accompagner, on doit dépister, on doit accompagner les personnes qui ont des symptômes, qui sont malades, et donc, je crois que ça a été un des grands aspects de la mise en œuvre du plan obésité qui a été de dire pour ces personnes obèses, et on sait combien c'est compliqué de parvenir à traiter une personne obèse, eh bien on a besoin que le système de santé soit en mesure d'accueillir ces personnes-là. Et donc ça a été un gros aspect, donc j'insiste sur cet continuum entre la promotion, la prévention et jusqu'à la réhabilitation. Alors, un programme habituel en santé publique, on a des objectifs, on a des stratégies, on va avoir la volonté de mobiliser extrêmement fortement tous les acteurs, et il y en a une quantité très importante, parce qu'on est en nutrition, alimentation, activité physique, c'est notre quotidien, tous les jours on bouge, tous les jours on mange, donc évidemment il y a beaucoup d'acteurs à mobiliser là-dessus, puis on a tout un ensemble d'outils, je ne vais pas aller très loin sur les outils, vous en connaissez beaucoup, et puis on peut les retrouver également un petit peu partout. Premier point, on est dans un programme de santé publique, et je crois que le PNLS est assez, on va le dire, il est relativement exemplaire dans la façon dont il essaye de définir les objectifs qu'il s'assigne. C'est important. Où est-ce qu'on veut aller de façon un petit peu précise? Et là, on a aujourd'hui suffisamment de données au niveau des études qui ont pu être réalisées au niveau national en France pour définir des objectifs qui sont extrêmement précis. Ils sont datés, ils sont quantifiés, ces objectifs. J'en prends que quelques-uns. Allez regarder le texte complet du programme national nutrition santé, mais on a donc des objectifs des objectifs sur la consommation alimentaire, et vous voyez sur la question du sel, bien entendu. Alors, ils évoluent en permanence, ces objectifs, en fonction de l'évolution de la situation que l'on peut mettre en évidence. Donc vous les voyez, l'activité physique, bien évidemment, et puis sur les pathologies, je veux juste insister sur un point qui a été une analyse qui a pu être faite de l'évolution de la situation de la question du surpoids et de l'obésité chez l'enfant, et vous voyez qu'on a 2 objectifs là-dessus, qui est première de diminuer de 15% la prévalence d'obésité des enfants de 3 à 17 ans, et puis un objectif complémentaire, qui est en fait le même, mais qui est de dire on va aussi avoir cet objectif pour les enfants issus de milieux défavorisés. Ceci pourquoi? Pour essayer d'avoir une focalisation des actions, pour éviter qu'on ait un creusement des inégalités, tout en ayant une amélioration en moyenne. Mais la moyenne, ça cache des disparités entre les milieux sociaux, et donc c'est quelque chose d'absolument fondamental. PNNS, on a des principes. Bon, c'est comme ça. Il y a des principes qui sont affichés. C'est valorisé, c'est pas valorisé. Je pense que c'est important de savoir sur quel fondement on se base pour agir. Alors ces fondements, ils sont importants. Alors je vais pas tous les décrire parce qu'il y en a trop. J'en ai surligné quelques-uns. Évidemment, mais enfin ça semble tellement évident, on est dans le quotidien, on est dans le plaisir, on est dans de la culture. En France, Dieu sait si la question alimentaire, elle est importante d'un point de vue culturel. Donc bien évidemment, on va s'appuyer sur la culture, les cultures qui existent dans nos différentes régions, les cultures qui peuvent exister, y compris au niveau familial. Ça, on ne s'en extraira pas de cette question-là, et c'est tout ce plaisir, toute cette socialisation qu'il y a autour de l'alimentation fondamentale. Deuxième point, fondamental également, c'est pour ça que c'est un principe, évidemment, on se fonde sur une expertise scientifique forte pour définir un certain nombre de choses dans le PNNS, et on va se fixer sur une expertise qui va être une expertise
collective, d'experts ensemble. C'est-à-dire qu'on ne va pas demander à un expert de nous dire « s'il vous plaît, pourriez-vous nous donner la lumière ?» Non, on va essayer de réunir tout un ensemble de groupes d'experts qui, ensemble, par rapport à des questions que nous allons leur poser en tant que programme national, on va leur demander qu'est-ce que l'on peut dire aujourd'hui, compte tenu de l'état de la science en 2010, en 2012, etc. Qu'est-ce que l'on peut dire par rapport à cette question-là? Et on sait très bien que la science nutritionnelle, elle n'est pas figée, heureusement, sinon il n'y aurait plus de science. Non, c'est une science qui bouge tout le temps, donc on sait très bien que le discours qu'on a pu y avoir il y a 20 ans, il a évolué, il évolue en permanence. Il faut être humble et savoir ce type de choses. J'insiste aussi sur un autre élément, on est tout le temps, je crois qu'il faut arrêter avec les faux débats, quoi. Il y a des trucs qui sont un petit peu énervants, il y a les bons, vous stigmatisez les aliments, il y a vous dénoncez, il y a des mauvais aliments, etc. Non, évidemment, je veux dire, si les aliments ils sont sur le marché, effectivement, c'est pas qu'on veut les interdire, jamais le PNNS ne dit des interdictions. Par contre, soyons aussi raisonnables, il y en a qui sont meilleurs que d'autres. Donc parmi la diversité des aliments et l'extrême richesse de cette offre qui nous est proposée, il y en a qui sont meilleurs que d'autres, donc on va promouvoir certains aliments, ça ne veut pas dire que l'on interdit les autres, soyons raisonnables dans les mots que l'on peut employer. Puis dernier élément, on sait bien que dans notre domaine de la nutrition, mais tout le monde prend la parole. D'accord, c'est quelque chose. Il n'y a pas une journée où vous passez devant un kiosque à journaux sans que il y ait quelque chose de nouveau tout le temps. Ça fait plaisir, ça vend, ça permet de faire beaucoup d'affaires avec tout ça. Alors nous, ce que l'on dit là-dedans, c'est qu'il y a une parole publique, d'accord, qui est fondée sur tous ces éléments-là. Et donc, quand il y a le logo du PNNS qui est apposé sur quelque chose, ça permet à l'utilisateur de savoir d'où ça vient, de savoir comment il a été légitimé cet outil-là, et donc de pouvoir, si il estime que cette politique nationale a une certaine valeur, il va pouvoir utiliser cet outil en toute confiance. Alors on le dit pour l'ensemble de la population. Pour nous, c'est particulièrement important dans les écoles. On sait qu'à l'école, quand même, il se joue beaucoup de choses. On sait que l'école est un enjeu extrêmement important pour plein d'acteurs. Il y a plein qui veulent rentrer dans l'école pour dire un certain nombre de choses. Donc pour aider les enseignants, pour aider les directeurs d'école, enfin tout le monde tout le monde de l'école, le logo du PNNS est un garant de la validité des documents qui sont mis en œuvre. Alors, on va développer des stratégies. Alors on est dans des stratégies. Les stratégies, c'est quoi? Ça veut dire quoi, des stratégies? On le voit bien, quand on va traiter de cette question nutritionnelle, on a toutes les stratégies qui vont tourner autour de l'information, de la communication, de l'éducation. Elles sont nécessaires, elles sont importantes, elles sont fondamentales. Il ne faut pas se tromper là-dessus. Mais on voit bien que quand on agit au travers d'une stratégie comme ça, qu'est-ce que l'on recherche au fond? On recherche à développer de la connaissance, développer de la compréhension, développer de la réflexion vis-à-vis pour les personnes qui sont réceptrices de ces différents éléments. Et au fond, on va s'adresser à la rationalité de la personne. On va lui dire, face à une situation donnée, sur cette question alimentaire, eh bien, rationnellement, essaye de penser comment pourrait être plus adapté ton comportement. C'est important. Nous, c'est très bien. Maintenant, on a du recul, pas seulement en France. On a du recul au niveau mondial, on a du recul au niveau européen. On en parle beaucoup avec tous les collègues européens. On sait très bien que c'est quelque chose qui est nécessaire, mais insuffisant. Et donc, on a besoin aussi, si l'on veut améliorer réellement la situation, d'agir sur les environnements. Alors, pas avec la notion d'environnement qui n'est pas seulement la notion environnementale écologique, comme quelquefois on entend le mot environnement, mais on a besoin d'agir sur cet environnement qui nous est proposé au quotidien dans nos vies quotidiennes pour que l'environnement qui m'est proposé devienne un environnement qui va faciliter le geste santé au détriment du geste moins santé que l'autre. Donc, on va agir évidemment sur tout ce qui est la qualité nutritionnelle des produits, comment améliorer intrinsèquement la qualité nutritionnelle des produits qui nous sont proposés au travers de l'offre alimentaire. Ça, c'est des aspects importants, le mode de commercialisation, etc. Donc, comment agir, au fond, avec le monde économique de l'alimentation pour améliorer les choses, premier élément. Et puis, on va agir pour que l'environnement physique également devienne un environnement où je vais plus facilement aller vers de l'activité physique. Si je sors de ma maison avec mes gamins et que je tombe sur une absence de trottoir avec des voitures qui tournent dans tous les sens, jamais j'irai promener mes gamins d'accord.
Donc j'ai besoin de ça. J'ai donné un certain nombre d'exemples ici, évidemment. Et puis c'est aussi par rapport aux personnes qui sont dans des situations économiques extrêmement complexes et qui ont la nécessité d'aller vers l'aide alimentaire, comment faire en sorte que l'offre alimentaire dans les structures d'aide alimentaire soit une offre alimentaire qui prenne en compte la question de la qualité nutritionnelle des produits, d'une alimentation qui soit favorable pour la santé et pas seulement pour remplir le ventre. Alors ensuite, évidemment, dépistage, prise en charge, je ne vais peut-être pas insister là-dessus, l'information des professionnels, et des multiples professionnels qui interviennent dans ces domaines-là, et notamment on est avec les collectivités territoriales ici, la mutuelle qui est avec ces professionnels. Donc oui, les professionnels qui sont employés par les collectivités territoriales ont un rôle très important à jouer, je crois, de par leur proximité, de par leur professionnalisme et de par leur connaissance intime des populations avec lesquelles ils travaillent. Surveillance, évaluation, évidemment. Alors, comment on va agir ? On est quand même un programme national d'État, donc il y a la réglementation. On a la loi, on a la réglementation, donc on peut agir sur la loi, avec la loi et la réglementation. Vous en avez vu un certain nombre de choses. La restauration scolaire, aujourd'hui, la qualité nutritionnelle des repas qui sont donnés aux enfants dans la restauration scolaire, il y a une loi. D'accord, qui réglemente ce type de choses. Ça a été... Alors, sur l'affaire de la palme, de l'huile de palme, vous êtes derrière ? Sur l'affaire de l'huile de palme, alors ça c'est autre chose, c'est une question de taxe, d'accord, qui a été proposée par un député. Vous savez que ça a été repoussé aujourd'hui, que la ministre avait souhaité que la question globale de la qualité en fait alimentaire soit peut-être reprise d'une façon plus générale, pas seulement au travers d'un seul ingrédient comme peut l'être l'huile de palme. Et c'est sûrement des sujets qui reviendront dans le cadre de la construction d'une loi de santé publique en 2013. Donc la réglementation, importante, l'incitation à tout ce qui peut être initiative publique, locale, régionale, nationale, l'incitation aussi aux initiatives privées. Qui est-ce qui nous nourrit ? 70% de notre alimentation, c'est de l'alimentation qui a été transformée par l'industrie. Donc, et nécessité d'avoir un dialogue évidemment qui va être très exigeant, mais un dialogue avec tout le secteur alimentaire. Et puis on va agir avec le secteur public d'État, avec les collectivités territoriales pour la proximité, les agences sanitaires pour tout ce qui est le côté scientifique des choses, l'INPES, l'INVS, l'ANSES, etc. Les sociétés savantes qui regroupent tous nos éminents savants, les mutuelles, l'assurance maladie, le secteur privé, le secteur associatif et sportif, tout ça, on a besoin de mobiliser, de donner une cohérence à l'action de tous ces acteurs-là. Alors, dans les mécanismes d'action que l'on propose aujourd'hui dans le cadre du PNNS, là je l'ai dit, et puis je vais insister sur un de ces types après. Donc, c'est quoi ? C'est un principe général, c'est-à-dire, on va proposer en général d'aller sur une base volontaire. Je suis le maire d'une ville, eh bien, je sais que, en tant que maire, j'ai un pouvoir pour agir avec ma population, avec mes personnels qui travaillent dans la mairie, pour améliorer le cadre de vie un petit peu global, améliorer l'information de la population. Donc, je peux m'engager avec le PNNS, avec la ministre de la Santé. Je signe une charte ville active du programme national nutrition santé. Je suis sûr que parmi vous, un certain nombre sont des citoyens de ce type de ville. On fait la même chose avec les départements, prochainement avec les régions. On signe prochainement, nous espérons, j'ai entendu là dans les discours introductifs l'importance que les mutuelles, dans le travail que vous pouvez réaliser avec les entreprises, là je crois qu'il y a vraiment un champ important. Prochainement, la ministre devrait ouvrir une charte des entreprises actives du PNNS et je souhaiterais vraiment qu'on puisse avoir un travail ensemble sur des domaines comme ça, parce que pourquoi ? Essentiellement, je vais vous le dire, vu de notre côté, essentiellement, parce que l'un des publics qui est les plus complexes à aller joindre, en fait, dans nos actions de santé publique, ce sont, les hommes, regardez, même dans cette salle, en général, quand on traite ce sujet, c'est essentiellement un public féminin. D'accord ? Alors, parce que traditionnellement, c'est la mère de famille qui se fait à manger. Bon, on est dans une culture machiste, latine, etc. Bon, on est très content parce que généralement vous faites très bien à manger, mais on va pas se lancer là-dessus. Mais donc, on a besoin de travailler plus avec les hommes, et parmi la population des hommes, on a aussi besoin de travailler beaucoup avec les milieux ouvriers.
Parce qu'on voit bien dans toutes nos études que c'est vraiment cette cible-là qui est la plus complexe à atteindre, qui est la moins sensibilisée, qui considère que bon, c'est pas vraiment de son domaine. Donc là, il y a vraiment un cœur, et là, on va les trouver, ces gens-là, essentiellement dans les entreprises, et beaucoup dans les entreprises industrielles, dans tout type d'entreprise, mais aussi beaucoup dans les grandes entreprises industrielles. Donc vraiment quelque chose d'important. Puis dernier élément, et c'est là-dessus que je vais un tout petit peu insister, et je crois que ça répond aussi à une question qui avait été posée avant, justement, c'est comment on va travailler avec le secteur de l'alimentation pour améliorer cet environnement. Là, je vais laisser tomber les outils. Alors, on travaille comment ? On travaille avec ce qu'on appelle des chartes d'engagement volontaire de progrès nutritionnel. On va dire aux entreprises, au monde alimentaire, au monde économique alimentaire, eh bien, vous pouvez améliorer ce que vous faites sur une base de santé. Et donc, on leur propose de formuler un projet qui va être analysé par les pouvoirs publics au regard, par des comités d'experts qui vont être analysés au regard d'un référentiel. Alors, qu'est-ce qu'il dit en quelques mots, parce qu'il est un peu lourd, mais en quelques mots, il dit... tout le monde est éligible, les entreprises de production, de transformation, de distribution, de restauration, tout ce qui fait l'alimentation. Fondamental. Deuxième point qui est pour nous fondamental, et ça trait vraiment à cette question qui tourne autour des inégalités sociales de santé, comment essayer de minimiser ces inégalités sociales de santé. On sait très bien que toute entreprise, à peu près, doit être capable, en faisant de la recherche, en faisant des forts investissements en recherche-développement, de produire un aliment qui va être, d'un point de vue nutritionnel, plus favorable que d'autres, mais à ce moment-là, il faudra retour sur investissement, donc on va le réserver avec des prix qui seront réservés à une certaine frange de la population. Ce que l'on veut, c'est aller sur l'exigence, c'est que ce soit 2/3 au moins de la production qui est faite par cette entreprise qui soit prise en compte pour des améliorations en termes de nutrition, c'est-à-dire moins de sel, moins de gras, moins de sucre, plus de fibres, plus de glucides complexes. Et puis, autre chose, évidemment, je m'engage, mais on veut qu'il y ait un contrôle de la mise en œuvre de ces engagements, et ce contrôle, il doit être fait par un organisme indépendant qui, tous les ans, va dire voilà où l'en est cette entreprise par rapport à ce qu'elle a réalisé. Et puis donc un comité d'experts qui analyse les dossiers. Alors qu'est-ce que ça donne aujourd'hui ? On a 31 entreprises qui ont signé. Lundi, on en aura 32. Aujourd'hui, on en a 31 qui ont signé. Qu'est-ce qu'elles signent, ces entreprises ? Vous n'êtes pas au courant ? Mais regardez, quand vous allez dans les magasins aujourd'hui, quand vous allez faire vos courses au supermarché ou à l'épicerie du coin et que vous achetez les produits que vous voyez là-bas, de ces marques-là, eh bien, en termes de quantité de sel, elles ont signé moins 5 à moins 22% de sel dans les produits qu'elles fabriquent. Produits préparés, produits, etc. Enfin, vous voyez, les charcutiers traiteurs, Findus, Fleury Michon, etc., etc. Donc, on a ces engagements et chaque année, on le contrôle. Personne ne s'en est rendu compte. Vous n'avez pas réclamé, envoyé une lettre de protestation à ces marques-là en disant hey, « ça n'a plus de goût, votre truc, là, j'en veux plus ». Non, c'est continuer à être vendu, et d'ailleurs, ils nous le disent, nos courbes de vente, elles ne baissent pas. Vous voyez la même chose pour les sucres simples, pour les lipides d'une façon globale, pour les acides gras saturés, pour les acides gras trans. Donc, on a des améliorations non perceptibles de cette offre qui sont réalisées par un certain nombre d'entreprises qui se sont mises dedans. Alors, impact aussi, bon, allez, je vais laisser tomber parce que sinon je serai trop long. Quelques éléments sur l'évolution de notre situation en France. Vous avez peut-être vu, il y a eu il y a un mois le rapport de OBEPI, étude qui est menée tous les 3 ans. Pour la première fois depuis qu'OBEPI existe, l'augmentation n'est plus significative. Entre 2009 et 2012, il n'y a plus d'augmentation significative de l'obésité chez les adultes en France. C'est quand même une très bonne nouvelle. Ça, c'est la première bonne nouvelle. Évidemment, on va vouloir après que ça diminue. On ne va pas se contenter de ça. Deuxième bonne nouvelle, c'est on voit bien qu'il y a un gradient de la prévalence de l'obésité en fonction du niveau de revenu des personnes. On le connaît, ce gradient, on le sait. Il a été toujours mis en évidence. Ce que l'on observe quand même et qui est intéressant, j'ai essayé, alors c'est trop gros, c'est trop long à lire, mais faites-moi confiance dans la lecture. Ici, on a les niveaux de revenus. Et ce qu'on voit, c'est que entre 1900, ce sont les augmentations annuelles de la prévalence
d'obésité. Entre 1997 et 2006, c'est en blanc. Entre 2006 et 2012, augmentation annuelle de la prévalence de l'obésité selon les niveaux de revenus. Eh bien, ce que l'on voit, c'est que, en fait, si on met à part les plus défavorisés, où la réduction reste très modeste, hein, comme vous le voyez, et donc là, mais ce sont les personnes qui ont vraiment les revenus inférieurs à 900 € par mois. On voit que dans cette frange de la population qui regroupe quand même l'immense majorité, en termes quantitatifs, l'immense majorité de la population, c'est là que les réductions de l'augmentation sont les plus importantes. Elles sont même plus importantes que chez les plus riches. D'accord ? Donc, bon, il y a un mouvement qui apparaît plutôt intéressant. Chez les enfants, faites-moi confiance aussi, j'ai pas le temps de le détailler, mais on a aussi aujourd'hui stoppé l'augmentation de la prévalence de l'obésité chez les enfants. Quelques éléments qui avaient été vus au travers du baromètre nutrition 2008 par l'INPES, hein, c'est quelques éléments alors très pratiques, qu'est-ce que je mets sur ma table, d'accord ? Et on voit qu'on a des évolutions qui sont plutôt favorables d'un point de vue de santé. Il y a moins de sel sur la table des Français aujourd'hui. Hein, on a une diminution de la présence, de même, on a une diminution de la présence de mayonnaise sur la table des Français et une diminution de la présence de beurre. Donc ça veut dire une incitation à la consommation qui est un peu moindre, etc. L'allaitement maternel, alors la courbe, on ne va pas dire que c'est le PNNS, hein, là, clairement, mais on était sur une courbe qui était plutôt favorable depuis 1972 jusqu'en 1998. La progression, elle continue, tant mieux. On est très loin de ce qui se passe dans les pays nordiques, mais c'est plutôt pas mal. Les ventes de sel en France, hein, pareil. Alors ça, c'est des données qui viennent de la profession. On voit qu'on a une chute de la vente de sel en France, que ce soit pour l'industrie agroalimentaire ou que ce soit pour le sel de table, hein, qui est régulière depuis 2000 jusqu'en 2009, comme on le voit ici. Conclusion. Alors, on est un des rares pays quand même à avoir montré une évolution positive d'un certain nombre des indicateurs. Hein. Je crois que là, c'est important d'avoir des éléments positifs quand de dire qu'il y a des éléments positifs, de dire que ça vaut le coup de faire des efforts. On a des éléments positifs, on peut les montrer, ils ont été réels. Les inégalités sociales, c'est la priorité, extrêmement claire. Alors bon, ces éléments, hein, l'alimentation, c'est pas une alimentation médicalisée, quoi. Arrêtons aussi, on entend un certain nombre de choses comme ça. Non, aujourd'hui, ceux qui promeuvent une alimentation plaisante, agréable du quotidien, d'accord ? Je crois que c'est plutôt le secteur de la santé aujourd'hui. Hein, c'est pas nous qui avons des allégations extrêmement médicalisées on les recherche pas, on ne les demande pas ces allégations médicalisées sur un certain nombre d'aliments. Complémentarité et synergie des stratégies, c'est ce que j'ai essayé de dire préalablement. Alors là, l'amélioration des produits, oui, hein, ce que je vous ai dit, on est content d'avoir signé avec 31, bientôt 32 entreprises. C'est bien, mais ça fait 5 ans que ça dure. On a eu un peu plus de 50 dossiers. Donc il y en a qui sont rejetés, des dossiers, parce qu'ils ne sont pas satisfaisants. On souhaiterait quand même qu'il y en ait un peu plus. Hein, que de pouvoir signer un peu plus de dossiers, puisque ce que l'on a montré, c'est qu'on peut le faire aujourd'hui. C'est ça qui est important. C'est que les entreprises, elles ont des marges de manœuvre réelles pour pouvoir agir sur la qualité des produits sans que ça fasse fuir le consommateur. Bien, ensuite, hein, il y a toute cette question qui est prévue dans le nouveau PNNS sur la publicité, etc. Et puis le dernier point, hein, c'est évidemment ce point sur l'organisation du système de soins. Merci. Merci, docteur. Je suppose qu'il y a des questions dans la salle avant la pause. Madame, vous commencez toujours, nous n'attendions pas moins. J'ai une question, oui. Pour les entreprises qui signent la charte d'engagement volontaire de progrès nutritionnel, est-ce que ça concerne une partie de leurs produits, tous leurs produits ? Quelle est la proportion des produits qui font que, du coup, elles peuvent se relever de cette charte ? Les entreprises sont elles qui connaissent leur mode de production, qui connaissent leurs consommateurs. Donc elles ont une liberté de dire je vais agir sur tel et tel type de produit. Par contre, l'exigence que nous avons dans le référentiel, c'est qu'au moins 2/3 de leur production soient prises en compte dans l'amélioration. D'accord ? Voilà. Docteur, sur la dénutrition des personnes âgées, est-ce que vous avez des indicateurs qui ont un peu bougé ou quel type d'action pouvez-vous faire ? Alors malheureusement,
je vais être. C'est un sujet qui est apparu progressivement. C'est-à-dire que je crois que la préoccupation qu'on a vis-à-vis de ça, elle a grandi dans les années 2000 et elle est arrivée à un point. Aujourd'hui, on n'a pas réellement de chiffres représentatif de la situation des personnes âgées au niveau national. On a des indications dans les institutions, c'est le chiffre que je montrais pour les personnes âgées. Donc aujourd'hui, on est vraiment en ordre de marche pour, avec les spécialistes de ça, essayer de développer des stratégies avec une orientation qui est très fondamentale, à mon avis, c'est ce que nous disent bien, et je pense à la dénutrition chez les personnes âgées, c'est le dépistage le plus précoce possible d'un risque de dénutrition chez la personne âgée, de façon à prendre en charge très rapidement ce risque, parce qu'une fois que la dénutrition s'est installée chez une personne âgée, c'est extrêmement complexe de la faire revenir compte tenu de son état global. Sylvain. Oui, Sylvain de la DNC. J'ai une question assez complexe qui porte à la fois sur le mode de financement du PNNS et sur le degré de niveau de preuve scientifique. Parce qu'en tant que diététicien, il y en a pas mal dans la salle, on sait qu'au cours des 30 dernières années, les positions de ce que dit la nutrition sur les nutriments a beaucoup changé. Et on voit aussi que depuis quelques années, la problématique des conflits d'intérêts apparaît de plus en plus. Avant, je pense qu'il y a, si on revient 5 années dans le passé, le mot lobbying ne disait pas grand-chose. Maintenant, ça commence à être un petit peu plus connu. Donc, je voulais savoir à quel point le PNNS est indépendant des entreprises qui le financent, des sociétés savantes qui peuvent être influencées elles-mêmes par les entreprises qui les financent, et puis à quel point le degré de preuve scientifique a évolué. Par exemple, la diète méditerranéenne, c'est sûrement la diète qui a le fort niveau de preuve le plus important, pas seulement d'ailleurs sur les dyslipidémies, mais dans plein d'autres domaines. Je lisais il n'y a pas très longtemps sur le système cognitif au niveau des cancers. Et est-ce que la diète méditerranéenne, par exemple, est quelque chose qui vous intéresse au niveau du PNNS ? Alors, pour essayer de répondre rapidement à votre question complexe, effectivement, première chose, rassurez-vous, le PNNS est financé exclusivement sur fonds publics. Exclusivement. Tout à l'heure, c'était marqué société savante et secteur privé. Oui, on a des liens avec. C'est-à-dire, quand on travaille, par exemple, sur les chartes dont je viens de parler, on fait appel, parce que c'est ce secteur de l'alimentation qui nous nourrit la population française. Donc évidemment, mais ce n'est pas des liens financiers. Nullement, et jamais. Sur le plan de la question des conflits d'intérêts, des liens d'intérêts qui peut exister entre des experts et un certain nombre de financeurs, vous savez que le sujet a été porté à son acmé avec la question du médiator, avec la question du médiator, et que ça a été un choc extrêmement profond au niveau des autorités de santé. Il y a une loi qui a été passée et aujourd'hui, les agences qui sont les garants de l'expertise scientifique ont des exigences extrêmement fortes sur le recrutement des experts, ce qui pose beaucoup de problèmes. Ce qui pose beaucoup de problèmes, parce que quand vous traitez des sujets comme la nutrition d'une façon un petit peu globale, trouver des gens de grandes compétences, parce qu'on a besoin de gens de grandes compétences pour faire une analyse scientifique de la littérature qui tienne la route, et ces personnes-là, compte tenu du mode de financement de la recherche publique en France, où vous savez que c'est pas totalement top et qu'il y a une nécessité d'aller rechercher des fonds un peu privés, du coup, nos agences sont parfois sur un certain nombre de sujets en difficulté pour trouver des experts. Mais voilà comment aujourd'hui la question est gérée. Quant alors aux preuves scientifiques, donc moi je ne suis que au ministère de la Santé pour faire ça, donc nous faisons confiance bien évidemment à ces agences qui réunissent les experts de façon collégiale. Évidemment, comme vous le dites, la diète méditerranéenne, la question elle est que nous sommes dans des cultures alimentaires. D'accord. Donc les cultures du Nord, Jean-Michel Le Cerf est ici, la culture du Nord, c'est pas une culture qui valorise premièrement et qui a une disponibilité de tout l'ensemble des aliments que l'on va trouver dans la diète méditerranéenne. Donc comment faire en sorte que chacun, avec son passé, avec sa culture, puisse trouver les moyens de s'alimenter d'une façon satisfaisante, c'est ça la vraie question, je crois. Madame.
Oui, bonjour. Je suis Emilia Sanabria, anthropologue et titulaire d'une chaire INSERM sur les enjeux sociaux de l'éducation à la santé. Donc, je mène un travail ethnographique, anthropologique sur la manière avec laquelle les personnes comprennent les messages sanitaires, hein, notamment dans le cadre de l'alimentation. Et j'avais une question pour revenir un peu sur, vous avez évoqué les controverses qui ont eu trait à l'idée que le PNS proscrivait certains aliments. Je me demandais si vous pouviez commenter un peu sur la tension qui existe pour un programme comme le PNNS entre la nécessité d'avoir un message simple et clair et lisible dans le cadre d'une pluralité d'informations et la difficulté d'avoir un message aussi simple sur un objet complexe comme l'alimentation dans ses dimensions à la fois sociales et biologiques. Donc je ne sais pas si c'est quelque chose sur lequel vous travaillez, si c'est une question qui continue à être d'actualité pour vous, mais comment est-ce que ces messages sont développés? Est-ce qu'il y a une réflexion sur le degré de simplification et d'homogénéité pour une population globale? Enfin, je vous suis très bien sur la complexification qu'il y a aujourd'hui des messages qui peuvent être portés autour de la nutrition. Hein. Quand là, Jean-Michel Le Serre, enfin, au travers d'une question, on va prendre les acides gras saturés, puis les insaturés, et puis les oméga 6, et puis les oméga 3, et puis l'acide palmitique, et puis etc. Mais je veux dire, personne ne peut s'y retrouver là-dedans dans la population. C'est clair et net. Donc on a besoin de cette simplification. Le parti pris qui a été pris dans le Programme national nutrition santé, c'est de ne parler, quand on aborde la question de l'aliment, de alimentation, de ne parler que d'aliments. Jamais vous ne verrez un mot qui s'adresse à la population sur la question des nutriments. Il faut parler de ce que les gens peuvent faire, ont dans leurs assiettes. Et au fond, la façon dont ça s'est traduit, c'est ce que nous appelons les repères nutritionnels pour la population, que vous connaissez, hein, qui sont limités à la consommation de sel, limités à la consommation de grains, 5 fruits et légumes, les féculents, etc. On en a 9 comme ça. Et alors, ce qui me semble important, c'est de voir que justement, au travers d'une relative simplicité, hein, quand même, de ce type de message, le champ des possibles pour le citoyen qui les reçoit, il est énorme. C'est-à-dire que quand on me dit au moins 5 fruits et légumes par jour, hein, j'entends la question de la qualité, la gustative, comme ça a été souligné. Donc, chacun va avoir sa propre perception des choses ensuite et peut, dans ce repère un petit peu général, trouver les moyens, le frais, le saison, le hyper bon au goût, mais si je mets un petit peu moins d'importance au goût parce que j'ai envie aussi d'aller au cinéma, etc. Donc je vais faire un petit... je vais faire du surgelé, de la conserve, etc. Donc il y a cette volonté d'arriver là-dedans. Ça, c'est la première chose, donc le champ des possibles qui est ouvert au travers des repères. L'autre élément, moi, qui me paraît important, c'est que la mise en exergue au niveau national, depuis un certain temps, et la connaissance intime qu'a la population française aujourd'hui de beaucoup des messages, des repères nutritionnels de la population, c'est ce qui fait pression aussi sur le monde de l'offre pour faire des produits qui vont être moins gras, moins salés. Ça a été dit tout à l'heure dans la discussion. Hein. Je ne vends en tant que responsable économique, je vends des produits, j'ai besoin de les vendre, mes produits. Donc je les vends. Et je réponds à une certaine demande. Aujourd'hui, il y a une forte demande globale dans la population pour avoir des aliments moins gras, moins salés, moins sucrés. Hein, et un peu plus de fruits et légumes, etc. Donc si vous voyez fruits et légumes à moins de 1 euro, à droite, à gauche, comme ça, hein, si vous voyez tout ça, c'est aussi parce qu'il y a une demande qui est extrêmement forte sur l'ensemble de la population. Madame, je peux vous renvoyer la question? Vous, qu'est-ce que vous observez en tant qu'anthropologue? J'observe que les gens ont une compréhension beaucoup plus complexe qu'on leur prête et qu'ils adaptent leurs pratiques de façon... Il y a une énorme variété, mais je pense en effet qu'un message très simple peut avoir des effets délétères et que voilà, les gens même les gens des catégories socio-économiques défavorisées, comme on dit couramment, ont une capacité d'analyse beaucoup plus importante qui est communément admise. Un exemple concret de cette... conclusion que vous nous donnez? C'est complexe, mais je pense que les gens s'adaptent, effectivement, comme vous le dites très bien. Les gens ne prennent pas les choses au pied de la lettre et font avec les moyens du bord qu'ils ont aussi. Mais de manière générale, je pense
Alors, madame, la dernière intervention pour ce matin, si nous voulons une pause, mais ça continue encore dans la matinée. Hein. Je vous en prie. Isabelle Fardy, Massif Prévention, Région Rhône-Alpes. Un exemple concret, justement, je voulais en donner un. On a mis en place dans la région, et on va le faire aussi, je pense, France entière au niveau de la Massif et avec Massif Mutualité, des actions prévention santé au sein des comités d'entreprise. Donc on prend contact directement avec les CE, quand c'est possible aussi avec les RH directement et avec le responsable, c'est encore mieux. On a aussi les vecteurs que sont les infirmières. Donc on se déplace donc avec l'exposition massive que vous avez vue à l'entrée. On vient bien sûr avec un expert en nutrition, puisqu'on ne va pas inventer des choses. Hein. Et on fait également des dépistages diabète sur place. Donc on vient dans l'entreprise, on vient au-devant des salariés. Et bien souvent on rencontre des populations qui n'ont pas l'occasion d'aller effectivement rencontrer un diététicien, de parler de ces problèmes, et on se rend compte qu'effectivement derrière l'alimentation il y a beaucoup d'affect, on en a parlé tout à l'heure. On fait presque de la psychologie quand on y va, on a presque des gens qui pleurent, bien souvent qui nous disent, vous savez, moi je viens vous voir là, mais je sais que je fais très mal, je sais pas faire la cuisine, j'éduque pas bien mes enfants, je fais pas ce qu'il faut, j'achète des plats préparés. Voilà, ils arrivent vers nous en nous disant déjà quelque part que voilà, tout ce qu'ils font c'est pas bien, et on essaie de décomplexifier les choses. On leur dit mais attendez, l'alimentation c'est pas ça, il faut aussi avoir du plaisir à manger, c'est de la convivialité. Enfin, on revoit pas mal de choses, et on leur réserve aussi des petits entretiens d'une 10-15 minutes. C'est une sensibilisation. Après, ça leur permet aussi dans leur vie privée peut-être d'aller consulter. Mais le fait de venir dans l'entreprise devant les gens, de faire un dépistage diabète, parce que bien souvent ils n'en ont jamais fait, donc ils sont très étonnés. Donc on a parfois alors, dans la plupart des cas ça se passe bien, mais parfois on a des taux qui sont plus élevés qu'à la normale. On met en évidence ces choses-là, et ce sont effectivement des gens qui ne seraient pas allés voir donc des professionnels de la santé. Et ça, c'est un exemple concret. Je pense qu'il faut continuer. Alors, on fait la même chose dans les établissements scolaires. On fait également cette chose-là maintenant dans nos points d'accueil directement. On a des sociétaires qui viennent déclarer un sinistre ou assurer une nouvelle habitation, et dans la salle d'attente, on leur dit écoutez, pendant votre temps d'attente, on vous propose un contrôle gratuit de votre glycémie, et puis vous avez une diététicienne qui est également à votre disposition. On était à Échirolles il n'y a pas très longtemps, près de Grenoble, 60 personnes testées, 21 entretiens avec la diététicienne. Voilà. Et les gens sortaient en nous disant mais écoutez, merci, parce que franchement je ne pensais pas, et voilà, alors ça peut être pour eux, pour leurs enfants, pour la famille, etc. Donc ça, ce sont des exemples concrets qui ne sont pas chers. On travaille avec la Mutualité française, donc ils nous dirigent aussi vers des professionnels de la santé. Et voilà, c'est des choses toutes simples à mettre en place, mais qui sont concrètes. Merci pour ce témoignage. On a un quart d'heure de retard. Oui, une demi-heure, mais enfin bon, allez. Donc voilà.